Merci à tous d'être présents ce soir. Donc je vais commencer. Donc, comme le disait Nathalie, le travail sur me laissez pas tout seul. Hein. Donc, c'est vrai que le travail sur Vienne, je l'ai proposé à la Maison de l'Architecture, à Nathalie, il y a quelques mois. Et l'idée, c'était de réagir sur la ville de Vienne comme deux précédentes résidences que j'avais réalisées, donc, dans des villes aussi différentes que Barcelone et Douarnenez. Donc, à Barcelone, c'était un appel à projet de l'Institut français. Donc, je suis resté un mois en résidence en septembre, il y a 2 ans, pardon. Et donc, l'idée de ce travail, c'était de réagir un peu sur cette ville qui était vraiment relativement, au niveau des entrées et des sorties de ces personnes qui arrivaient à l'aéroport. Je cherchais le fil en même temps, mais c'était un peu de sortir de tous ces trajets, ces trafics que les gens peuvent faire et de l'aéroport jusqu'au centre de la ville. J'étais allé plusieurs fois à Barcelone et j'avais remarqué que ce centre était dévasté, comme certains Barcelonais me l'ont dit, par les touristes et les aménagements réalisés par les touristes. Et donc, je me suis intéressé aux extérieurs de la ville. Donc, l'idée, c'était simplement de tracer une limite géographique, une limite purement administrative de l'organisation de cette ville de Barcelone, c'est-à-dire le long des arrondissements de la ville, et puis de les suivre, de cheminer sur ces extérieurs, et puis de voir un peu comment l'aménagement se passait. Alors c'est un peu particulier à Barcelone parce que le relief est évidemment bloque cet aménagement vers l'ouest de la ville, mais finalement on se retrouve avec des aménagements au sud de la ville très très importants, puisque Llobregat, qui est une des villes au sud de Barcelone, limite vraiment au sud, est la deuxième ville de Catalogne. Donc on se retrouve comme ça avec des aménagements très 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 particulier. Et l'idée, c'était de travailler sur ce littoral, évidemment, quand même, de montrer cette limite face à la mer, et puis aussi de montrer ce relief à l'extérieur. Donc, évidemment, les montagnes, les hauteurs, et puis travailler un peu sur les espaces, les lieux, et de savoir comment essayer de mêler aussi bien des zones industrielles que de l'habitat social, qu'un centre le long de la mer. Enfin voilà, donc l'idée c'était de travailler, d'enlever un petit peu, d'essayer par moment de travailler un peu ce que moi j'appelle un paysage-objet, c'est-à-dire travailler un objet dans le paysage, s'y attacher, sans tomber forcément dans l'anecdote, mais essayer de choisir, de raccourcir le paysage pour en faire, comme sur cette image, des images relativement fermées. Donc, quand j'ai montré ce travail à Barcelone, la première chose que l'on m'a dit, évidemment, c'est quel intérêt de photographier ces espaces qui sont surtout des espaces de passage, des espaces qui peuvent être des espaces de loisirs aussi à l'extérieur de la ville, et qui sont finalement des espaces qui sont assez peu aménagés pour y rester. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, en dehors du fait de travailler une construction photographique avec des espaces et autres, c'était aussi de pouvoir montrer, de pouvoir travailler frontalement, de pouvoir fermer les images, de pouvoir finalement y donner un sens, une narration spécifique. Voilà. Donc, ces images ont donné lieu à une exposition à l'Institut français de Barcelone, et j'étais sur des très très grands formats. Donc cette image, c'est un bon exemple parce qu'elle apparaissait en très très grand format lors de l'exposition, et de jouer sur des plus petits formats, des aménagements différents, comme j'ai pu le faire sur Vienne. Je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc voilà, des quartiers aussi, évidemment, des quartiers un peu plus denses, un peu plus verticaux. Voilà, j'avais aussi, dans l'idée de Barcelone, d'éliminer un petit peu, je sais pas, je connais pas bien l'architecture, il y a des architectes ici présents ce soir, mais c'est cette architecture, peut-être architecture objet, qui fait un peu objet d'art. Donc c'est vrai que j'ai évité beaucoup de lieux, comme à Vienne aussi, avec certains aménagements des grands architectes internationaux. Et on termine par cette image de Barcelone, justement, c'est cette ville de Llobregat qui est vraiment à la frontière au sud de Barcelone, qui est une image peut-être une des plus
un paysage comme la première, hein, qui finit une vue par-dessus, où on contemple la ville. Donc c'est pris d'une chambre d'hôtel. Donc c'est assez impressionnant, parce que c'est un hôtel assez étoilé de la ville de Barcelone. Et on a cette vue sur ces logements qui est très très impressionnante. Voilà. Donc le seul personnage qui habite cette ville, c'est cette première image que vous avez pu voir, ce personnage qui contemple la ville. Donc volontairement, les personnages sont peu présents ou pas présents, mais c'est volontaire. Je ne veux pas attirer le regard, je veux qu'on s'attache sur l'espace, le territoire, qu'on puisse le déchiffrer, le comprendre, et voilà. Évidemment, les habitants sont extrêmement présents dans cette image. La deuxième série que je vous montre, c'est une série sur Douarnenez. Donc c'est la deuxième résidence que j'ai réalisée à Douarnenez. Donc j'ai proposé au Centre des Arts de Douarnenez. Donc un travail aussi sur les limites géographiques, les limites de la ville. C'est exactement le même principe. Donc c'est tout simplement de tracer comme ça, avec une particularité à Douarnenez, c'est qu'on est dans une toute petite ville, mais qui par son relief aussi est très très intéressant à photographier. Donc, ce qui m'a particulièrement marqué quand je suis arrivé à Douarnenez, c'est ces logements sociaux aussi face à la mer. Hein, pour une volonté politique de l'époque, c'était les meilleures vues de Douarnenez. Et ça m'a fait penser à Marseille. Voilà, étant étudiant à Marseille, je me souviens de ces grands ensembles des quartiers nord où la meilleure vue sur la Méditerranée se fait des quartiers nord. Et j'y ai pensé tout de suite. Et donc, j'ai orienté un peu mon travail sur cette notion un peu on en parlait tout à l'heure, de contemplation face à cet océan Atlantique. Et j'ai construit ce parcours face à la mer en me disant, voilà. Donc après, c'est une résidence qui était un petit peu plus longue, puisque j'ai fait une résidence sur 4 mois, où j'y allais une semaine tous les mois. Donc après, j'ai contacté le bailleur social qui s'occupe de ces logements. Donc j'ai eu accès au logement, j'ai appelé des habitants, je vais photographier des cuisines à l'intérieur avec ses vues sur l'extérieur. Donc voilà, donc c'était une résidence un peu différente. Hein. J'étais un petit peu moins spectateur que sur Barcelone, j'étais un petit peu plus acteur, voilà, avec les habitants. Voilà, donc après, on peut interpréter comme on veut la suite des images. C'est une vue qui est relativement frontale. Ça peut être interprété différemment. Ça peut être aberrant pour certains, et puis ça peut être très, très, comment dire, pratique pour d'autres. Donc après, ça dépend où on se place. Hein, ça dépend. Alors les vues, en général, je travaille relativement frontal, c'est-à-dire que je donne finalement les clés pratiquement tout de suite, et puis après, dans une seconde lecture, on peut voilà, amener une certaine... on peut comprendre autre chose, mais c'est vrai que je travaillais peu la perspective sur ces séries-là. À Vienne, ça a été un peu différent. J'ai des vues, voilà, comme celle-ci, c'est un bon exemple, hein, une vue assez frontale. Donc c'est pareil, ce sont des lieux qui sont assez retirés des discussions avec la municipalité de Douarnenez. Ça, c'est le plus grand squat d'Europe, à Douarnenez. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant. Il y a des familles entières qui ont squatté ce centre de vacances. Et quand j'en parlais avec les acteurs de la ville de Douarnenez, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas en parler de ce lieu. Et finalement, quand je suis allé les voir, et puis j'ai commencé à parler avec les agriculteurs autour, tout ça, les gens s'entraident, l'électricité, on vient prendre un fermier qui est à côté, enfin voilà, qui est totalement acteur de ce squat, entre guillemets, autorisé par la ville de Douarnenez. Mais j'ai bien senti que c'était un lieu très ouvert, enfin voilà, on peut venir, on peut y aller, on a des chèvres sur la falaise, enfin bon voilà. Et c'était assez impressionnant. Et quand je suis retourné plusieurs fois pour faire des images, on m'a juste demandé de ne pas photographier les gens, hein, donc ça tombe assez bien parce qu'il y a peu de gens sur mes images. Mais finalement, le soir du vernissage, il y avait beaucoup de gens de la municipalité et autres. Et puis voilà, je pense que ça a en tout cas apporté quelque chose. J'ai fait quelques portraits aussi à l'extérieur de différentes personnes qui étaient présentes ce soir-là. Donc il y avait un mélange assez intéressant le soir du vernissage à Douarnenez. Ça, c'est une vue qui est intéressante parce que c'est une vue qu'on n'a pratiquement pas le droit de faire. C'est-à-dire que je suis en haut du phare de Douarnenez sur l'île Tristan qui est en face, pour ceux qui connaissent un peu le lieu. Et j'essaye aussi d'accéder à des points de vue comme ça qui sont intéressants, qui permettent un peu de dégager l'espace et puis de
de sentir un peu l'aménagement. Donc c'est vrai que les Douarneniste, quand ils ont vu cette image, ils n'étaient pas capables de me dire d'où elle avait été prise. Et puis en réfléchissant un peu, ils se sont dit ah, tu as eu la chance de monter sur le phare. Voilà, je parlais tout à l'heure d'un peu de l'anecdote. Bon, ça, c'est l'anecdote. C'est vraiment un travail sur la partie rurale, c'est l'aménagement. Donc, la petite, je sais pas, cité-jardin de Douarnenez. Mais c'est un espace qui était très, très intéressant. Un espace assez zen, jardin japonais, fait par une dame âgée, très gentille, qui m'a accueilli chez elle un jour de pluie. Et donc l'idée, c'était aussi de montrer cette ligne, puisque cette ligne que l'on voit en arrière-plan est vraiment le chemin de randonnée qui suit un petit cours d'eau qui sépare la ville. Voilà. Enfin, qui sépare, excusez-moi, la limite de Douarnenez et une petite commune au sud. Voilà, donc pareil, de travailler aussi sur cette représentation aussi en marge aussi un peu, des gens qui vivent dans cette caravane. Voilà, donc, et puis un aménagement spécifique d'un camping aux abords de cette partie ouest de Douarnenez. Donc après, on le juge comme on veut. Ce travail-là, ça peut être tout à fait anecdotique. On peut en sourire, on peut imaginer comment ils ont placé ça là. Enfin voilà, on peut tout imaginer. Et on finit par cette image de Douarnenez. Donc je parlais tout à l'heure du bailleur social, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment participé à ce projet, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment investis dans ce projet pour m'ouvrir les portes et autres, et ça a été vraiment très intéressant. La résidence permet ce genre d'action. Voilà. Et là, on passe à la ville de Vienne. Voilà. Un bailleur social, ouais. Douarnenez. Oui, ça m'a permis le bailleur a facilité les entrées, mais aussi il y a vu le moyen d'avoir une personne qui portait un regard sur le littoral, puisque la plupart de ces bâtiments étaient sur le littoral. Mais c'est vrai que eux, ils y ont vu tout de suite l'idée, un aménagement de leurs locaux, pouvoir organiser, voir des images dans leurs locaux. Donc c'est vrai qu'ils se sont... j'ai trouvé ça assez surprenant de leur part, c'est que tout de suite, ils m'ont dit, tiens, il y a des images qui nous intéressent, on a envie d'acquérir certaines images, ce serait intéressant. Et puis, il y a des images, bon, je ne les ai pas là ce soir, mais il y a des images qui ne valorisaient pas forcément leurs locaux. Et ils m'ont dit par exemple, tiens, on a dans la salle de réunion, on a tous les acteurs vraiment du territoire, et bien on va afficher ces images en grand format, on va se poser des questions sur justement l'aménagement de ces différents lieux. Donc je les ai trouvés très très investis quand même. Ouais, je pense, ouais, parce qu'il y avait, je me souviens d'une image aussi qui était assez impressionnante, et c'est vrai que oui. Un Lidl au milieu d'une cité, enfin voilà, on était vraiment dans une représentation purement documentaire, quoi, avec une lumière qui n'était pas très très valorisante. Bon, ils l'ont tout de suite prise, quoi. Ça a été une des premières qu'ils ont choisies. Donc après, je sais pas s'ils la décrocheront peut-être dans quelques temps, je sais pas. Voilà. Donc là, on est sur Vienne. Alors Boyan, tu n'hésites pas à intervenir si je dis des âneries. Hein. Voilà. Donc on n'est pas très loin de Simmering, là. Donc le lieu où voilà. Donc à Vienne c'était un peu différent, c'est-à-dire que Vienne j'y suis allé sans aucune commande. La seule chose que j'avais en tête c'était d'avoir proposé une note d'intention à Nathalie, à Maison d'Architecture, en disant j'avais un peu la pression de ramener des images quand même, c'est important. Je remercie Nathalie de s'être engagée sans avoir vu les images. Oui, la Maison de l'Architecture, excuse-moi, bien sûr. La Maison de l'Architecture de s'être engagée sans avoir vu les images. Donc, j'ai aussi travaillé sur ces extérieurs avec une petite différence, c'est que j'avais en tête des lieux que je voulais absolument photographier. Voilà. Il y avait des lieux que j'avais en tête, des grands ensembles à Berlin ou à Hambourg, et
voilà, je ne les avais, enfin, j'y suis jamais allé. Enfin, je suis allé en Allemagne, mais et à Vienne, j'ai retrouvé justement ces grands ensembles qui m'intéressaient bien des années 30. Et je me suis dit, voilà, je ne peux pas me limiter à ce contour, il faut que j'ai des points comme ça d'ancrage. Donc j'ai travaillé beaucoup pas mal sur les Gemeindebau, on le dit comme ça? Ouais, ça va? Bon. Et donc sur ces grands espaces de logements sociaux des années, enfin entre autres, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les années 30. Voilà. Donc ça, c'est un espace qui photographiquement m'intéresse beaucoup, c'est Alterla, qui est un comment je pourrais le dire, un ensemble assez impressionnant, très dense, 10 000 habitants, je crois à peu près, environ 10 000 habitants. Et j'y suis resté 2 jours pratiquement parce que j'étais impressionné par ce lieu. Je trouvais qu'il y avait plein d'échanges, c'est assez fermé. Hein, toute la partie communautaire est au centre, il y a peu d'espace on n'est pas vers les extérieurs et il se passait plein de choses. Il y a l'église, il y a la salle de sport, enfin voilà, donc il y avait plein d'échanges. Bon, il faisait nuit à 16h30 quand j'y étais, c'était en novembre. Et les gens étaient vraiment tous, un dimanche après-midi, je me souviens, dimanche après-midi et soir, les gens étaient tous là en train d'échanger. Enfin, j'étais assez impressionné, il faisait très froid. Et voilà, donc ça m'a plu. Alors moi, j'aime bien ces lieux. Voilà, c'est toujours des lieux qui photographiquement m'intéressent. Je ne dis pas que j'y vivrai forcément, mais en tout cas, représenter ces lieux, ça me parle beaucoup. Bon, pour l'anecdote, hein, j'ai grandi à Villejean, donc à Rennes. Donc, Et donc en travaillant aussi ces extérieurs, ces fins de ligne de métro ou de ligne de bus, je me suis intéressé à cette nouvelle ville, hein, qui est pareil, très impressionnante. Je crois qu'ils ont construit 2 stations de métro complémentaires pour arriver à ce lieu. Et c'est volontairement dans l'exposition, je n'ai pas montré ce qu'on pouvait voir de ce cheminement, de ce belvédère de l'autre côté. Hein, l'idée, c'était de se questionner, mais que se passe-t-il? Et il y a juste une chose que l'on voit, cette partie-là. On se dit bien que voilà, on est dans un espace en construction où les gens sont heureux, font des photos. Ça, c'est des images aussi qu'on retrouve partout dans le monde. Tu avais abordé le sujet, Nathalie, en Asie, par exemple. J'ai les souvenirs d'Asie où on a ce type de choses, évidemment. Et les promoteurs sont tous, évidemment, tous les mêmes partout, à essayer de valoriser les lieux. Alors, je trouve que justement, sur cet espace-là, je trouvais qu'il y avait plein d'expériences différentes en architecture, entre autres, avec aussi bien des maisons, du bâtiment un peu plus élevé. Enfin, il y a plein de choses, des matériaux très très différents, beaucoup d'emplois de bois. Enfin voilà. Donc, et voilà ce qu'on voit de l'autre côté finalement, hein, de cette balade, c'est que pour l'instant on est dans un espace qui est en construction, mais il y a quand même des gens qui vivent déjà dans ces espaces, donc on les aménage. C'est vrai que Klaus Pichler, le photographe autrichien qui expose actuellement au Carré d'Art, je vous conseille d'aller voir son travail. Et quand je lui ai montré ces images, il m'a dit mais n'importe quoi, enfin, t'es fou quoi, d'aller là-bas. Voilà. Et Boyan faisait la remarque sur cet espace-là tout à l'heure aussi à l'exposition, hein, à la Maison de l'Architecture. Moi, ce sont des lieux qui m'intéressent parce que ça me fait vraiment penser à des images des années 60, 70 aux États-Unis, par exemple. J'ai tout de suite une représentation liée à ces espaces, à ces maisons qui sont maisons individuelles avec le jardinet. Alors, c'est pas tout à fait de la même manière aux États-Unis, mais c'est des espaces un peu quand même propres, hein, que je retrouvais beaucoup à Vienne. Et là, on rentre un petit peu plus dans ces ensembles dont je parlais tout à l'heure, avec des espaces communautaires, qui sont... Là, je ne suis pas capable de rentrer dans le détail architectural et autres, mais c'est cette idée vraiment d'ensemble très, 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 très important. Et avec souvent peu d'étages, enfin, entre, je sais pas, ça dépend, mais entre 4 et 7 et 8 étages, quoi. Alors, j'avais beaucoup entendu parler de ce lieu que je ne prononcerai pas, mais j'en avais beaucoup parlé parce que ça reste apparemment une expérience
assez incroyable dans la ville de Vienne. Et c'est pareil, ça m'a fait penser à des images aussi. J'ai tout de suite pensé aux États-Unis aussi. C'est vraiment ces cités-jardins assez incroyables. Je crois que c'est Neutra, c'est ça, Richard Neutra, c'est ça, qui a participé, je crois. Ouais. C'est toute une série d'architectes qui ont participé. Ouais, c'est ça, plusieurs. Et donc je m'étais aussi donné comme contrainte et comme frontière le Danube. Donc l'idée c'était pas de parcourir le Danube, mais c'était de le montrer, c'est-à-dire que de voir un peu que cette ville est retirée vraiment du fleuve et se rapproche un peu plus du canal. Mais c'est vrai que ça a été particulier. J'avais envie on en parlait tout à l'heure, de cet espace de la plage, comme ils disent à Vienne. Et c'est, je ne sais plus, une vingtaine de kilomètres de rive. Et je me suis dit, non, il faudrait faire une exposition sur ce lieu, parce que c'est un lieu qui est assez incroyable, qu'on peut parcourir, qui est vraiment, c'est vraiment au niveau visuel. Donc j'ai laissé tout de suite tomber. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans 20 kilomètres ici à faire le tour. Je vais plutôt représenter un petit peu plus le Danube de l'extérieur. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce qu'il y a le port de Vienne, il y a l'été... sur la plage, on va la voir peut-être un peu plus tard, mais il y a un festival avec des milliers de personnes qui sont présents. Enfin voilà, Vienne vit énormément l'été. Enfin, tu pourras en parler mieux que moi. Alors ça, c'est aussi quelque chose ça m'intéressait, c'est en faisant ces tours le tour de ces limites, c'était de voir rapidement aussi la partie rurale. C'est vrai qu'il y a des villes qu'on traverse, et puis rapidement, comme à Barcelone, pour donner l'exemple de Barcelone, où on se retrouve, avant de quitter vraiment la partie urbanisée, il faut parcourir des kilomètres. Et puis là, pas du tout. À Vienne, assez rapidement, on se retrouve d'un côté comme de l'autre, un petit peu moins à l'ouest, je pense, mais on se retrouve rapidement dans la campagne, avec petit à petit des maisons individuelles qui donnent sur la campagne. Bon, là, c'était plus la carte postale du moment, quoi. C'était un bâtiment que je trouvais assez incroyable, et puis je voulais la photographier de nuit. Je l'avais repéré, et puis de jour, mais je voulais la photographier de nuit. Donc c'est une des dernières images que j'ai faites à Vienne. C'est une partie de l'ONU, c'est ça, et puis le SIC qui est là aussi, ou qui est de l'autre côté, non, c'est ça ? C'est l'ONU, ouais, c'est l'ONU. Alors pareil, c'est très ouvert, je trouvais, je disais ça à Boyan, l'ONU, on passe en métro, voilà, et puis juste derrière, on a un stade, un parc, et puis tout de suite, on tombe pratiquement dans les champs, quoi. On est un petit peu plus loin, quoi, mais c'est vrai que rapidement, je trouvais qu'on était, on avait... Voilà, et donc ça, c'est une architecture qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, avec cette partie un peu plus fermée de ces ensembles. Je trouvais qu'il y avait, on le voyait, il y avait des ensembles parcourus par des routes. Je pense à Washington, oui c'est ça, le Washington, qui est vraiment un espace où la route passe. On a des places de parking à l'intérieur, alors que sur ces exemples-là, c'est vraiment totalement fermé, quoi. On est sur un habitat qui est totalement fermé, qui est vraiment... donc il met la ville un peu de côté, et puis tout se passe à l'intérieur, avec des jardins, voilà. Donc là, pareil, avec une partie néo-gothique, c'est assez impressionnant de se retrouver dans des espaces comme ça, où on est vraiment... on a l'impression d'être peut-être quelques siècles en arrière, et pas du tout. C'est vraiment une architecture très très particulière que moi j'apprécie beaucoup en photographie. Je trouve que c'est très intéressant d'être dans ces lieux et ces espaces. En tout cas, quand je suis arrivé dans ces lieux-là, j'étais vraiment j'étais motivé. Après, j'ai essayé de pénétrer un peu dans les appartements. Alors, Klaus m'avait dit d'attraper la clé du facteur pour aller dans tous les lieux et essayer d'entrer. Bon, je ne l'ai pas fait, mais par moments, j'avais vraiment envie de frapper, d'aller dans ces intérieurs, parce qu'on m'avait dit que c'était souvent des tout petits espaces, des tout petits studios, qui n'étaient pas vraiment forcément faits pour des grandes familles, et j'avais envie de voir les espaces.
Et puis après, donc, il y a eu le Karl Marx-Hof, où là, j'ai commencé à voir quelques lieux à l'intérieur, où là, on se retrouve avec des ensembles. Voilà. Donc ça, c'est la vue hyper classique du Karl Marx-Hof. C'est pratiquement l'angle que l'on voit partout. Mais par moment, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas la faire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une image qui, pour moi, est importante et intéressante. Donc je l'ai fait 2 jours, je l'ai fait de nuit, et j'ai préféré la vue de nuit. Voilà, donc ça, c'est un des ensembles. Pareil, j'en avais entendu beaucoup parler. C'est le premier lieu où je suis allé à Vienne. Dès que je suis arrivé de l'aéroport, je suis parti au Karl Marx-Hof. Je voulais absolument voir ce lieu. C'est plus d'1 kilomètre, hein, cet ensemble. C'est vraiment exceptionnel, avec une laverie collective au centre. C'est assez incroyable. Des lieux qu'on connaît, enfin, qu'on connaît pas ici, c'est marqué, hein, c'est très... Voilà, mais je crois que je finis par aussi une autre vue de ces lieux. Donc voilà, une partie de la série sur Vienne, puis je vous invite à aller voir le reste à la Maison de l'Architecture et des Espaces. Voilà. J'ai beaucoup de mal à positionner des années, en fait, très honnêtement. Pourtant, je m'en sors d'habitude assez bien. Là, c'est compliqué pour moi. Donc, j'ai quelquefois la sensation que la temporalité des projets qu'on a vus peut être presque se jouer à quelques années, alors que probablement il y en a de 1932, il y en a quelques-uns de 1980. Voilà. Comment toi comment tu as interprété en fait le regard que Marc a posé sur cette ville? Est-ce que pour toi ce regard d'artiste entre guillemets photographe a une valeur ajoutée dans les réflexions que tu mènes dans ton travail de recherche lié au logement social? On évoquait tous les deux tout à l'heure le travail d'Undertwasser dans les années 80. Est-ce que justement ce travail-là peut faire lien à cette réflexion politique engagée d'avoir fait appel à un artiste dans les années 80? Est-ce que le travail aujourd'hui d'un artiste pourrait avoir valeur ajoutée dans la réflexion que vous menez à Vienne? Donc, d'abord, bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur quand même pour moi. C'est pas évident du tout. Et ça me fait grand plaisir. J'ai découvert Rennes aujourd'hui, c'est une ville magnifique. J'aime, je reste ici. Mais bon, je vais retourner à Vienne et puis je serai content aussi quand même. Mais bon, voilà, Marc, c'était pas avec Marc, on s'est rencontrés au téléphone, en principe. On a parlé longtemps. Ça a dû être un vendredi après-midi où j'avais le temps et puis j'étais content de parler français. Donc je m'appelle Brian Schnappel, je suis de Vienne. En principe, je suis né à Vienne. Mais c'est vrai que je suis lycéen, ancien élève du lycée français de Vienne. J'ai fait des études à Paris aussi. J'ai vécu à Bruxelles. Mais le français me manque. Hein. C'est toujours resté ma langue de civilisation première, comme ça un peu. Mais ça fait longtemps que je ne vis plus en France et je suis plus en France et je parle plus le français et je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. De temps en temps. Maintenant, j'ai recommencé à écrire des poèmes, c'est vrai. Je suis soulagé que j'ai retrouvé un peu le rythme que j'avais perdu autrefois. Un moment peut-être. Je sais pas. J'étais sur différents projets dans ma vie et me revoilà à la ville de Vienne. Voilà, donc merci Marc et merci pour l'invitation ici, c'est quand même fabuleux intéressant. C'est aussi très sympathique parce que je suis sur ce projet, vous voyez, avec Lyon et Munich, qui est un projet européen entre Horizon 2020, hyper technologique en principe, de ville intelligente, qui dans une vision technocratique du monde n'a rien à faire avec l'art ou bien la culture. Mais qui m'est toujours importante. Donc cette proche, c'est toujours quelque chose. Et je crois que oui, pour répondre là, je ne peux pas m'imaginer un monde sans art et sans culture. Toute notre essence même, si on fait quelque chose dans l'architecture, dans la technologie, ça doit servir à l'humanisme, l'humanité. C'est pas l'inverse. C'est peut-être aussi l'approche du projet. Ici, il s'appelle Smarter Together. Mes collègues lyonnais ne l'ont pas traduit en français, malheureusement, donc je n'ai pas de traduction officielle en français. C'est pas possible, en fait, je pense, par rapport... Je ne sais pas, il faudrait peut-être chercher. Je n'ai pas trouvé non plus, c'est vrai, c'est pas évident, ville être futée, machin. C'est pas... Parce qu'à Vienne, nous, on l'a traduit tout de suite. Hein. On s'est dit...
L'anglais, personne ne le comprend dans mon bled, dans le quartier où on travaille, même dans les structures de la ville de Vienne. Mais c'est quoi ça? C'est du chinois, c'est de l'anglais, c'est quoi? C'est pas, on comprend rien. Et si on fait de la politique, si on fait de l'éducation, c'est pour les gens, c'est pour les gens qui habitent, les habitants, les citoyens, les vieux, les jeunes, les femmes, les enfants, les immigrés, les non-immigrés, tout ce que vous voulez. Et on doit communiquer, on doit travailler avec les gens. Et c'est quand même aussi dans la tradition de la ville de Vienne, un peu, quand même, je crois. Donc cette orientation forte, cette forte orientation vers cette approche sociale, sociétale. Donc on a appelé ça Smarter Together en anglais, ça veut dire ensemble. Déjà, Together, c'est ensemble. Donc tout ce qu'on fait, c'est de créer ensemble. Hein. Il y a la co-création à tous les niveaux. C'est le délire un peu. Hein. On s'amuse beaucoup. On a beaucoup de plaisir à faire ce projet, je crois. Et je crois que si on a fait les études de management, de gestion, et ce que j'ai fait aussi, entre autres, c'est qu'on sait qu'il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, pas seulement comme artiste, mais aussi parce que sinon, c'est la technologie qui sort, mais c'est pas l'humanisme. Et Smarter, c'est Together. On avait d'abord, c'était la première proposition, c'était Together Smart, parce que Smart City, machin truc. Voilà, on s'est dit, c'est dans la co-création, dans le processus, qu'on va développer les idées, qu'on va inventer quelque chose de nouveau, qu'on va créer quelque chose de nouveau. C'est une approche un peu, oui, humaniste, artiste aussi, si on veut, qui n'est pas donc figée dans une finalité délimitée à l'avant, et voilà, pour être ouvert dans l'esprit. C'est donc toute une philosophie qui se reflète un peu, hein, c'est vrai. Je regarde le mot là parce que pour m'inspirer un peu, hein, souvent quand j'écris des poèmes comme ça, j'ai un mot, une phrase, trois mots, 3-4 mots, et puis là je développe comme ça. Il m'arrive et je ne sais pas ce qui en sort. Et là non plus. Oui, si, on a eu un processus quand même. On a eu un processus. Bien sûr, on a délimité des finalités, des objectifs précis de financement, de CO2, machin truc, écologie, COP 21. Mais on est resté ouvert et c'est vrai que on était à 43 millions d'euros d'investissement global avec 7 millions d'euros de financement de l'Union européenne. On est à 80 millions maintenant. Donc apparemment, il y a plein de gens qui trouvent un intérêt. Est-ce que tu peux nous exprimer rapidement en fait le principe général de ce projet, c'est-à-dire pourquoi pourquoi il lie 3 villes déjà, quelles sont les thématiques principales abordées? On y viendra peut-être parce que sinon je vais être complètement confus, je crois. Non, mais je suis technocrate quand même aussi un peu. Hein, je suis il faut que j'appuie là, j'ai une présentation qui va me guider mes pensées, parce que sinon vous seriez complètement dans le farfelu et dans le fantaisiste. J'ai eu quand même une fantaisiste, j'adore ce mot parce que je l'ai eu dans mon carnet scolaire en 3e avec Madame Novak qui était bretonne, mais qui m'a apporté l'amour de Baudelaire et de la poésie française. Voilà, c'est un hommage à Madame Novak, qui était bretonne, donc voilà, d'origine bretonne, quoi, bretonne de région Bretagne, je ne sais pas, du Morbihan peut-être. Mais voilà, c'était le symbolisme qui m'approchait. Joli hommage. Voilà, non, j'aime toujours, voilà. J'aime toujours Baudelaire, c'est vrai, et tout ça. Voilà, donc, est-ce que pour introduction, j'ai tout dit ce qu'il fallait dire pour introduction? Je me suis remercié, merci à Marc. Je peux partir, voilà. Donc, le projet, ah oui, voilà. Et oui, là, maintenant, c'est un peu la réflexion, le reflet. C'est vrai qu'on... Je vais tout de suite venir au projet même. Je suis encyclopédiste aussi, c'est vrai. Je suis désolé. Hein. Donc, et c'est dans cette approche artiste, c'est pas facile. Parce que souvent, des éléments singuliers qui ne sont pas liés les uns aux autres, avec le temps, donnent une grande image. Hein. Et on ne s'en rend pas compte au début. Et c'est juste en dessinant, en faisant le tableau, qu'il y a le tableau qui se fait.
c'est ainsi aussi avec Smarter Together, qui est l'image qui reflète toute une tradition, toute une philosophie de la ville de Vienne, aussi entre autres, parce que bien sûr c'est un projet européen, on en reviendra, mais de notre partie, je connais la partie viennoise, j'étais coordinateur au début du projet, maintenant je fais comme page web, newsletter, le bulletin, et quelques aspects de conception, d'idées conceptionnelles plutôt. Et ça reflète. Et donc, en venant ici, avant de venir ici, et en fait, c'est pas mal parce que tu as fait montré toutes les photos, je me suis dit, il faudrait que je parle quand même d'un cadre où on travaille, parce que sinon, c'est complètement perdu et on ne comprend plus rien. On voit une petite image, une touche blanche d'un tableau une touche bleue d'un tableau de Calvin, pas de Calvin Klein, de Klein, de Yves Klein, le peintre là qui peignait tout en bleu. C'est Michel Klein? Non, c'est Yves Klein. Yves Klein, non, mais il est au Pompidou, non, oui, voilà, donc il est partout. Oui, non, mais si vous prenez une tache bleue d'un peintre qui dessine tout en bleu, voilà. Les choses. Donc, de donner quand même un peu un cadre que tu as présenté automatiquement en allant en faisant une photo à Vienne, on ne peut pas autrement parce que c'est tellement caractéristique, mais ça donne aussi un peu une vision sociétale en général pour comprendre où l'architecture se situe. Ah tiens, il y a un sous-titre anglais qui est resté, mais bon voilà. Voilà, donc on est dans un cadre de ce logement social. Cette photo, c'est un de nos projets aussi sur lequel on travaille, le logement social. Ah oui, tiens, on est déjà. Attendez, là je vais maintenant reprendre. Où est-ce que nous sommes? Ah oui, voilà, juste pour l'introduction, pour la petite question, juste avant, où est-ce qu'on est? Le projet de Smarter Together, donc, est un projet européen des trois villes, Vienne, Munich et Lyon, dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'Union européenne, qui est un programme de recherche visant surtout les questions de technologie avancée, de ville intelligente, aussi dans la perspective de la COP21, de comment réussir à mettre en œuvre des politiques qui respectent, qui participent aux objectifs de la COP21 écologiques, surtout, et sociétaux éventuellement aussi. Sociétaux, c'est de notre point de vue, parce qu'on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas imaginer une société dans la pauvreté s'engager pour l'écologie. Je ne vois pas. J'ai travaillé longtemps en Bosnie-Herzégovine, après la guerre, pour l'OSCE, et voilà. Dites à quelqu'un qui est en dépression sociale, sans vision du futur, de participer à un futur, à contribuer à un futur écologique. C'est quasi impossible. Je ne sais pas. On en a travaillé. J'ai des résultats très positifs sur 7 ans et demi de là-bas, mais c'est un challenge et il faut juste être conscient de cela. Voilà. Il y a aussi d'autres villes qui participent, Sofia, Venise, Saint-Jacques-de-Compostelle, qui essaient de reprendre quelques aspects de la mise en œuvre de ce projet, ancré sur la ville intelligente. Donc, d'un côté, il y aura la réhabilitation écologique de logement dans le focus, dans le centre de l'intérêt de ce projet, donc réduction des apports de politiques concernant la consommation d'énergie. Dans le cadre de réhabilitation du logement, il y aura des approches d'innovation en mobilité urbaine qui ont une importance. Donc, le métro que tu as signalé, ce n'est pas 2 stations, c'est toute une ligne de métro, toute une branche de la ligne du métro qui a été allongée vers cette partie de la ville nouvelle qui est construite dans les champs pratiquement et au bord d'un site industriel pour, dans la réflexion, comment réduire dès le début, déjà à l'avance, de façon structurelle, la mobilité automobile et d'en faire une mobilité publique.
des transports publics. Il y aura ça, il y a les bases de données, parce que bien sûr, Smart City, ville intelligente partout au monde, c'est lié à la gestion des bases de données. C'est un grand challenge pour les villes aujourd'hui, parce qu'il y a toutes ces boîtes internationales qui ont leurs intérêts de bases de données et que nous, en tant que ville, on veut garder les données ou bien on veut les utiliser pour les citoyens et pas les vendre tout simplement. Et c'est une réflexion très profonde comment trouver le bon chemin entre technologie innovante et utilisation. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Mobilité, voilà. Infrastructure. Voilà, je crois ça. Éventuellement, j'ai oublié quelque chose et je l'ajouterai plus tard. Enfin, c'est pas ça. Voilà. S'il y a un budget de 7 millions d'euros, et puis chaque ville essaie en certaines façons de mettre ces politiques centrales en œuvre. Mais ce qu'on a essayé en plus, comme c'est un projet européen, peut-être pour ceux qui font la gestion, la politique de projet, je vous regarde là, je vous sens là, à côté de moi. Voilà, d'un côté de mettre en œuvre des politiques techniques orientées sur des solutions techniques, mais de voir l'aspect sociétal. Hein, et là, l'art et la culture entrent aussi. Hein, ce dynamisme, cette question comment apporter de l'humanisme à tout ça, et comment inclure toutes ces expériences dans les structures de la ville, dans les processus de la ville, dans l'apprentissage de la ville. On a appelé ça en anglais « governance learning ». Hein, c'est un mot que j'ai introduit la dernière nuit, avant la présentation du projet. Je me dis, bon, voilà, on a tous parlé de ça, il faut le nommer aussi pour que ce soit sexy, intéressant pour ceux qui vont faire l'évaluation de projet et qui, à la fin du monde, à la fin du jour, vont se dire, ah oui, voilà, c'est intéressant. Le governance learning, c'est cet apprentissage dans les institutions, parce que nous tous, voilà, on est face à des processus et c'est pas... Voilà, il y a... L'une chose, c'est de faire un projet d'un jour ou d'utiliser des fonds pour un projet, mais comment en faire des résultats durables, c'est si on réussit à avoir un dynamisme, un processus et un dynamisme de tous les acteurs. C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est comment inclure un maximum d'acteurs de la ville, que ce soit dans la gouvernance, dans les départements, déjà ça. Hein. C'est déjà ceux-là, on les réussit à les inclure dans les projets. On a beaucoup fait parce que ce sont ceux qui sont les porteurs du changement, du travail au quotidien, hein, qui vont, dans leurs approches, pouvoir faire un changement aussi. Si après, je sais pas, si on apprend une façon de faire, une certaine différente approche, une philosophie, une vision de dialogue, comment coopérer dans des changements si fondamentaux qu'on vit, hein, dans les villes. Voilà, comment vivre ça, comment inclure ça. Donc on aura fait quelque chose. Donc cette approche, c'est quelque chose qui n'a pas été dans la demande de l'Union européenne par rapport, pas de la même façon, bien je l'ai pas ressenti de la même façon. Je veux dire, c'est peut-être voilà. Ce sont des grands professionnels, la Commission européenne quand même, mais je l'ai pas. Donc on a ajouté ça vraiment, cet aspect et cet aspect sociétal qui apparemment était intéressant parce que le premier retour du représentant de la Commission était en fait, oui, c'est vrai. Il y a toute la technologie qui est là, toutes les connaissances sont là sur Internet, on peut tout lire, hein, mais c'est en par exemple, dans ce governance, en faisant vraiment l'échange humain, qu'on aura l'apprentissage, on fera un changement. Toute la technologie est là, mais si les gens n'acceptent pas et ne participent pas, ils ne vont pas l'utiliser. Il n'y aura pas le changement. Et c'est vrai que c'est peut-être déjà la conclusion, c'est avec tout le dynamisme qu'on a créé, on s'est rendu compte, voilà, on n'a pas seulement des citoyens qui sont dans la participation, politique participation, mais on a même les acteurs économiques qui jouent le jeu, qui se disent
c'est quelque chose de... Voilà, je leur fais la promo et ils se développent des idées incroyables, nouvelles idées, nouvelles approches, des innovations. Que le cadre du projet leur donne les possibilités de jouer un peu. Et donc, on est là pour être instigateur au changement, mais ce sont eux qui le font. Et c'est dans ce partenariat, dans ce dialogue entre les différents acteurs qu'est la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Voilà. Et qui est aussi toujours un peu traduit dans cette tradition de la ville de Vienne, je crois, parce que je suis viennois quand même, je suis aussi viennois. J'ai beaucoup d'identités, plusieurs identités du moins, mais je suis aussi viennois. Hein. Voilà, et donc, parce que, voilà, apparemment, la ville de Vienne a fait, je vois l'image ici, une stratégie Smart City, donc de ville intelligente. Au monde en général, dans le monde en général, ville intelligente, c'est technologie, technologie et technologie. Voilà. Et un peu de ressources aussi, mais base de données. La ville de Vienne s'est dit non, on a fait ça différemment. On s'est dit, je sais pas. Dans notre tradition, ça n'a pas de sens. Il faut donc il y a 3 piliers. Il y a bien sûr l'innovation, les ressources. Il y a bien sûr, je vois rien. L'innovation d'un côté et les ressources de l'autre, l'énergie, la mobilité, l'infrastructure, ou bien l'innovation qui va plus large, il y a aussi l'éducation, tout ça. Mais il y a aussi cet aspect qualité de vie, inclusion, participation, qui n'est pas du tout évident. Et donc, le centre d'intérêt du projet européen de Horizon Essay, comme vous voyez sur le tableau là, hein, c'est axé entre innovation et technologie, alors que le projet qu'on a imaginé et qui a été accepté quand même, donc c'est quand même dans l'idée de la Commission européenne, donc c'est pas une critique par rapport à autrui, c'est juste, on a inventé un nouveau monde, on s'est dit on veut le présenter, et ça a été accepté, donc il faut avoir de temps en temps le courage, même dans la gouvernance ou dans la politique de quelque chose de nouveau, et apparemment ça passe. Alors, il faut le présenter de façon inclusive, hein, de façon intégrante, et bon, on n'a pas fait la grande révolution, mais on s'est dit, voilà, et ça s'est passé, et voilà, c'est le centre d'intérêt, apparemment ça marche. Et bien sûr, chacune des villes, Munich le fait à sa façon, hein. Je ne peux pas... Lyon a son histoire, Munich a son histoire, Lyon est axé sur Lyon-Confluence, où il y a toute une série de projets qui se sont déjà faits, et puis où ce projet-là est une valeur ajoutée. Et chez nous, c'est un autre quartier qu'on verra découvrir tout de suite. Ah oui, voilà, on retrouve ce fameux Karl Marxhof. Et c'est vrai, voilà, je me faut les lunettes quand même. Cette tradition sociétale, cette vision sociétale, elle n'est pas née seulement de l'humanisme d'un côté, elle est née aussi un peu dans la tragédie des années de la fin de la monarchie, de la Première Guerre mondiale et la tragédie sociale qui s'en essuie. Il faut imaginer que la ville de Vienne avait 2 millions d'habitants, comme elle en a maintenant, plus ou moins maintenant, on est à 1 800 000, mais sur un territoire beaucoup plus petit. En réalité, hein, l'espace géographique éventuellement était plus ou moins le même, mais l'espace urbain construit était infiniment beaucoup plus petit. Donc, la question du logement s'était pas posée par rapport à l'appartement, à l'habitat, genre, oui, voilà, votre appartement. C'était, on ne louait pas ni même une chambre dans un appartement. En général, on louait un lit, mais on ne louait pas un lit dans un appartement, dans une chambre d'appartement. On louait le lit ou bien la nuit ou bien le jour, et on s'échangeait. Donc la tragédie sociale, sociétale, c'était ça. C'était il y avait les grands palais, les beaux palais, la ville de Vienne que vous connaissez aujourd'hui, qui est fabuleuse, belle, charmante, attractive, tout ce que vous aimez comme touriste et que j'aime aussi. Hein, j'aime aussi, c'est vrai. Hein. Mais la réalité sociale derrière était une autre. Les façades, oui, elle était belle encore. Mais c'était aussi une vision sociétale, une aberration. Il n'y avait pas de respect de l'être humain dans ce sens. Et de là est née cette opposition. Voilà, les mouvements sociaux des années 20 en Europe, jusqu'à la révolution russe, bien sûr. Hein. C'était l'antithèse de ce qui existait avant.
Et à Vienne, depuis, on a un gouvernement plus ou moins rouge, c'est vrai. Ça donne une longue tradition dans cet esprit, c'est vrai, ça facilite peut-être de temps en temps aussi quelque chose. Mais là, donc, dans un laps de temps, après, il y avait bien sûr des structures institutionnelles qui ont changé. Vienne est devenue un land, un territoire, une région, pouvant faire ses propres lois. Hein. Alors que tout le reste de l'Autriche était plutôt conservatrice. Vienne et les villes ouvrières étaient rouges, donc social-démocrates, socialistes, social-démocrates. Vienne était un bastion. Dans cette antithèse, vous voyez là le chiffre, il y a à peu près 60 000 logements qui ont été construits dans ce temps. Mais ce n'est pas seulement des logements. Hein, tu en as fait des photos, peut-être que tu n'as pas vu ce que tu as fait. Peut-être tu as vu ce que tu as photographié, mais peut-être tu n'as pas vu. Mais tu as photographié un jardin d'enfants, une bibliothèque, une crèche, une laverie, avec tous ces logements qui sont en fait aussi, tu avais montré l'aspect fermé. Hein, c'était en fait aussi des bastions, des châteaux forts de la classe ouvrière. Hein. Il y a eu toute une identité spéciale de cette classe ouvrière qui s'est forgée dans ce temps, qui a forgé cette ville, qui a travaillé cette ville, qui a développé, qui a donné son apport à l'identité de la ville. Et tous ces châteaux forts qui étaient, en fait, c'est vrai, c'était des châteaux forts parce qu'après, quand il y a le fascisme autrichien qui est l'avènement du fascisme autrichien dans les années 1934, il y avait des luttes ouvrières, militaires, tragiques, bien sûr, dans ces cadres, parce que c'était d'un côté, il y avait les travailleurs, les ouvriers là-dedans, mais de l'autre côté, c'était vraiment aussi construit un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs aspects. Le point architectural et esthétique, c'est que dans ce laps de temps, Vienne, qui était une grande ville qui avait perdu son empire, peut-être heureusement, c'est comme ça, hein, c'est l'histoire, on ne va pas changer. Il y a tous les architectes qui étaient sans emploi, donc ils ont tous travaillé. Donc les meilleurs architectes ont travaillé là-dessus. Dans la Werkbundsiedlung, que tu avais mentionné, c'est aussi dans cette époque-là, il y a 70 maisons individuelles. L'approche était un peu différente. Hein. La Werkbundsiedlung, c'est une approche, il y a 70 maisons individuelles qui ont été construites par 70 architectes du temps pour donner un exemple comment on pouvait construire ce type de maison. Et il y a bien sûr plein d'architectes intéressants du temps qui ont participé. C'est un des aspects, comment on peut développer une ville, mais là, c'était le logement collectif social. Voilà, et j'oublie parce qu'il y a tellement de choses dans l'histoire. Les meilleurs architectes, il y a toute l'infrastructure sociale que tu as photographiée, de médecins, de crèches, des bibliothèques, théâtres, espaces verts. Il y a juste un tiers de l'espace qui est construit. 2 tiers sont des espaces verts. Hein. Donc, il y a toute une philosophie de l'être. C'est hyper innovant. Les appartements n'étaient pas très grands, mais il y avait l'eau et les toilettes et les salles de bain. Avant, ça n'existait pas. Il y avait dans les logements, avant, c'était la toilette sur le palier et la salle de bain. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas d'eau de toute façon. Donc, c'était incroyablement révolutionnaire pour le temps. Et c'est un héritage. Et ce sont des logements municipaux. La ville de Vienne, dans le temps, se dit, c'est aussi une question européenne, en fait, aujourd'hui à nouveau, hein, le logement social. Est-ce qu'on le donne aux bailleurs privés ou bien aux développeurs privés, ou bien est-ce que la gouvernance se dit c'est notre devoir et c'est notre vision de donner des cadres, de rendre possible des cadres de vie qui soient à la hauteur du temps. Il y a cette discussion au niveau international aussi. Est-ce qu'on va privatiser le tout ? Hein, après 2008-2009, beaucoup de villes allemandes ont vendu leur stock de logements sociaux. C'était bien pour le cheptel, juste pour 2 années, peut-être, de budget. Mais maintenant, ils ont un problème de retrouver un stock de logements sociaux qui soit abordable. Donc, de là, la ville de Vienne s'est dit, voilà, c'est une politique centrale.
centre d'intérêt, un pilier de la politique. C'est de construire des logements sociaux. Et c'est resté dans les gènes de tous les Viennois, qu'on soit de gauche, de droite. Il y a 200 000 logements, 200 000 appartements municipaux. Dans ce que tu as montré là, c'était réaménagé dans les années 90. Il y a eu beaucoup de logements qui ont été mis ensemble, donc ils sont devenus plus grands. Mais en principe, c'est un centre d'intérêt de la politique de la ville et qui sont toujours dans la propriété de la ville de Vienne, qui gère, c'est la gestion de la ville de 200 000 appartements, c'est le plus grand gestionnaire de logements en Europe, au monde, en principe. C'est-à-dire en Europe, pour la Russie, j'ai aucune idée, pour l'ex-Union soviétique, je ne sais pas comment ça se passe, comment ils ont fait, peut-être qu'ils ont tout privatisé. Vous aurez vu peut-être les villes, j'étais en Bulgarie il n'y a pas longtemps, sur un projet. Les logements sociaux, les logements qui ont été privatisés par logement. Et après, comment vous allez réaménager ces logements ou bien faire une rénovation écologique logique? Vous ne pouvez pas. Vous n'aurez jamais l'accord de tous les propriétaires privés de particuliers de ces logements dans ces blocs, dans ces buildings immenses, à faire une façade commune. Vous ne pouvez pas. Comment vous allez alors réussir à avoir les objectifs de la COP21 écologique? C'est pas évident, du moins. On peut peut-être inventer, mais dans notre modèle de pensée viennois, on se dit c'est pas possible. Donc, on aime bien avoir ça, que ce soit pas privatisé et qu'il n'y a pas cette idéologie de privatisation européenne qui nous rentre dedans et qui nous massacre tous les moyens de créer la politique pour les gens, aussi en vision non seulement sociétale, sociale, mais aussi écologique. Voilà. Donc, c'est construit, c'est développé. Donc, dans ça, on est dans ce Smart Together, pour retrouver le mouton un peu, on est baigné par cette expérience historique. Voilà. Donc, il y a de ça, c'est développé qu'on a à peu près... On n'est pas dans le privé dans Vienne. Je ne sais pas comment ça se passe autre part. Je sais qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils sont complètement dans le privé. Il n'y a pas de logement social en général, pratiquement pas. Donc chaque ville a ses expériences. Chaque ville doit faire à sa façon. Je n'ose pas le dire. Je pense que Cécile réagira après, parce que moi j'ai plein de réactions, tu imagines bien, D'accord. par rapport à ce que Boyan est en train d'exprimer. Oui, mais c'est parce que je vous vois, je me dis... Problème culturel, je pense qu'il y a effectivement des façons de faire qui sont excessivement différentes, et bien évidemment, mais c'est aussi sur un modèle culturel différent, donc c'est tout à fait normal, avec une histoire qui est très différente aussi. Oui, voilà. Mais juste, comme je suis en Europe maintenant, donc... à l'extérieur de Vienne. Il faut mener le discours européen et dire, voilà, à Vienne, on aime Vienne. Voilà. Donc, on a donc, à côté des 200 000 logements municipaux, on a à peu près 220 000 logements municipaux, on a à peu près 200 000 logements sociaux, d'associations, de coopératives qui se sont développées déjà dans l'entre-deux-guerres, mais surtout l'après-guerre. Qui sont un deuxième pilier qu'on se dit, et qui sont importants aussi dans Smart Together. Parce que si on veut faire l'innovation à Vienne, nous, on se dit, on se centre sur ces deux piliers-là. Si on travaille avec la municipalité, donc les logeurs municipaux, et les deuxièmes, les associations, les coopératives de logement social, on a à peu près 45% de logements déjà à Vienne. Donc, si on y a vous verrez, il y a, je sais pas, un certain nombre de ces logeurs, de ces coopératives. Avec la ville de Vienne, on a déjà 25%. Donc, combien? Vous voyez le chiffre? Et voilà, 25% des logements. Si là, on a une innovation écologique orientée vers le futur, ben voilà, on a le succès déjà. On n'a pas 2 millions d'habitants à parler avec. On a un acteur. C'est une directrice maintenant. Et pour les autres, il y a tout un écosystème d'associations ou bien de coopératives. Voilà. Et on a donc une coopérative qui participe à notre projet.
je viens d'apprendre hier qu'ils vont faire une éco-rénovation juste à côté de projet qui est dans notre projet. Bien sûr, ils vont mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris maintenant avec nous, tous ces avantages. Et bien sûr, il y a l'union des coopératives des associations de logement qui vont savoir qu'on fait des choses hyper intéressantes et attractives et voilà, qui ont un sens. Et on a donc des multiplicateurs. Et donc, ça a quand même un sens, dans la vision de la ville de Vienne, d'avoir une gouvernance forte. Hein. On n'est pas américain, on n'est pas individualiste, on aime la gouvernance qui a un sens responsable vis-à-vis de l'argent. Oui, voilà. Et donc, comme État, on a bien sûr, ça c'est un peu la spécificité, on a tout un écosystème aussi juridique de subsides et qui soient des subsides au logement surtout et pas à l'individu. Hein. Parce qu'on se dit, bien sûr, il y a des cas sociaux de gens qui n'ont pas assez d'argent qu'on aide avec des subsides pour se payer, pour avoir un logement. Parce qu'avoir tout le monde dans la rue, c'est la catastrophe. On ne peut pas avoir ça. On ne peut pas s'imaginer ça. Mais c'est d'argent-là, c'est de l'argent perdu, plus ou moins. Parce que c'est le bailleur qui va l'avoir, ou bien, si c'est un bailleur privé, voilà, il va encaisser. Est-ce qu'il va faire quelque chose avec qui ait un sens social, écologique? Alors, on ne sait pas. Hein, en principe, il n'a rien à faire. Il s'en fout, c'est son argent. Donc, si on subside la construction et la rénovation, l'éco-rénovation, ça a des effets économiques, d'un côté, parce qu'on fait l'emploi, l'éco-rénovation sociétale, et c'est un social aussi. Voilà, donc c'est un peu cette approche. C'est vrai qu'avec la crise bancaire de 2008-2009, on a plus de problèmes à avoir à faire écouler l'argent des subsides pour l'éco-rénovation si l'argent du privé sur le marché financier est moins cher. Hein. Voilà, c'est tout un challenge aussi, voilà, de sociétal dans lequel on se trouve. Mais vous voyez à peu près, on était à 600 millions d'euros de subsides, mais seulement 100 millions de subsides sur le privé. Donc, il y a 14 milliards de budget à Vienne, ça à peu près. Donc, la rénovation est un centre d'intérêt. Vous avez vu la ville de Vienne qui a changé beaucoup dans les 40 dernières années. Il y a 40 années de tradition de rénovation et rénovation des quartiers dans le dialogue social. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la participation, avec la participation de tous les acteurs, donc aussi des privés, bien sûr, surtout des privés, qui sont propriétaires des bâtiments de 1900, disons. Hein. C'est surtout du privé. Donc, on a essayé de les avoir à bord. Il y a un challenge dont on ne s'est pas rendu compte, par contre. Hein. On a rénové tous ces quartiers, qui sont maintenant de beaux quartiers, plus ou moins, en essayant quand même de garder la population. Ça, c'était au début un intérêt, ça s'est fait quand même, en large partie. Mais maintenant, on n'a plus de logements insalubres, des petits logements. Le problème, c'est que ceux qui viennent à nouveau dans la ville, autrefois dans les années 90, la crise yougoslave, tous ces gens-là allaient dans les logements qui n'étaient pas vraiment de qualité, mais au moins c'était des logements, ils étaient très contents. C'était déjà mieux que les champs de mines. Voilà, et les ruines, et que j'ai connues personnellement, c'est pour ça que j'ose le dire. Hein. Et là, on n'en a plus. Et c'est un challenge maintenant que ces logements municipaux, qui maintenant sont réaménagés, en grande partie, pratiquement tous, il y a très peu qui restent qui ne sont pas encore réaménagés. Voilà, c'est quand même pour des populations qui ne sont pas avantagées socialement, financièrement. Et on cherche de nouvelles réponses. C'est comme ça, le nouveau quartier là-bas de Seestadt qui s'est construit, avec tout un écosystème. Yann, je suis désolée, on va devoir accélérer un petit peu. Ah oui, voilà. Oh là là, voilà. Donc, il n'y a pas de... Je ne dis pas que c'est difficile au marché privé de créer de logements subventionnés sociaux parce que les conditions de cadre sont complètement différentes. Il y a tout un écosystème, voilà, que j'ai déjà dit, tout un système de piliers, de philosophie, comment créer quelque chose d'innovant. On vient à Smarter Together. Donc je suis rapide là maintenant, rapidos. Donc, on a développé
une idée quand même sociétale, une philosophie au fond, mais j'en ai déjà parlé. Il y a tout un cadre de partenaires économiques, privés, institutions. La Gebestern, là, le truc jaune-orange en haut, c'est une institution qui est avec contrat, qui coopère déjà pendant 40 ans à la rénovation des quartiers et que maintenant on a inclus dans le projet. Et avec tout ce qu'elle apprend avec, elle va le porter avec soi dans ses connaissances, dans d'autres projets, dans d'autres quartiers. C'est ça l'intérêt d'inclure tous les acteurs. Siemens, c'est une grande boîte qui fait les trains, et voilà, qui sont hyper proactifs dans tout ce qu'ils peuvent faire. Et la ville de Vienne, je les ai mentionnés. Pour le projet, j'ai dit à peu près les dates clés, les 7 millions pour l'Europe, de l'Europe, pour les 21 000 habitants, voilà. Et c'est un projet de 5 ans, 3 ans de mise en œuvre, 2 ans de surveillance, monitoring, évaluation. Ah oui, voilà. Vous avez là le quartier, le Bezirk. En fait, ça, c'est un quartier, un arrondissement, dans lequel on travaille, qui est un peu excentré. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est seulement une partie de cet arrondissement qui est valorisée par le projet. Pour avoir des pilotes, pour les projets pilotes, tout simplement, il faut se concentrer quelque part. Alors que, avec tout ce qu'on fait maintenant, on sort déjà des limites parce qu'il y a plein de gens autour qui veulent faire quelque chose. C'est assez rigolo. On s'amuse beaucoup. Je les dis, mais c'est vraiment, c'est incroyable. Oui, voilà. On a fait attention à la culture de l'organisation. C'est un terme de gestion, culture d'organisation, et dynamisme. C'est des termes de gestion, mais qui ont une grande valeur. On ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est parce que ce n'est pas la technocratie, mais c'est quelque chose à faire. Et donc, vous voyez là les 2 exemples des 2 côtés. L'un, c'est un bâtiment des années 80 qu'on valorise avec des solutions thermiques, de rénovation thermique, énergétique intéressantes. Et donc là, on a un partenaire privé. Donc, ça, c'est un bailleur social, une coopérative, avec, là, il y a 485 logements, il y aura 79 qui s'ajoutent, avec des nouveaux logements sur les toits, maintenant, actuels. Mais la boîte qui fait l'énergie est une boîte privée. C'est très intéressant parce qu'à Vienne, on est habitué, les grandes entreprises de la ville de Vienne, qui donnent l'énergie, le chauffage à distance. Là, c'est privé, mais c'est vrai, c'est une ville. Et voilà, ce bâtiment-là, c'est un des derniers bâtiments des années 30 qui n'était pas éco-rénové. L'idée ici, c'est surtout le processus de la rénovation. Voilà. Voilà, juste un aperçu de tout ce qu'on fait. Ce que j'ai déjà dit, des projets d'énergie, d'infrastructures, d'éco-rénovation d'immeubles, voilà, on les a mentionnés. De mobilité, on s'est beaucoup... Non, je ne dis pas le mot. Donc, on a beaucoup investi de créativité, pour le dire de façon très positive, dans la mobilité. Des choses inédites jusqu'à présent. On a un pool de voitures électriques partagées dans l'immeuble social que j'ai montré. Donc, ça n'existait pas jusqu'à présent dans la ville de Vienne. C'est quasi impossible par rapport aux lois qui existent, parce que les frais de partage automobile ne peuvent pas être transférés aux locataires en tant que tels. Parce que ça augmenterait les frais de location et donc la loi ne le permet pas. Donc d'introduire ça, c'est une innovation dans les structures, dans les processus, mais aussi dans les mentalités. Mais en fait, c'est vrai que la coopérative se rend compte que c'est une approche non seulement de l'innovation, mais ça donne c'est une valeur ajoutée au logement. Donc, les nouveaux logements, bien sûr, sur les toits, ce n'est pas des logements sociaux. On a un compromis quand même dans la ville de Vienne. On n'est pas révolutionnaire partout. On aime les logements sociaux, mais en haut, on donne comme compromis les privés. Et donc, c'est une approche de qualité. Plus, c'est une approche aussi dans
dans l'interaction des locataires. C'est très intéressant. On approche une approche sociétale. En plus, c'est assez faramineux. Et la gestion continue du savoir, qui est quelque chose, en fait, au niveau... oui, voilà, c'est un niveau spécial de travail. Voilà. Juste quelques activités. On en a des millions. Le Beat the Street, c'était juste la gamification. Comment on dit gamification en français? Hein? On dit pareil. Oh là, vous êtes gentil. Alors, je parle français quand je dis gamification, je suis content. Donc, on a eu, personne n'a cru, on a eu, pendant 6 semaines, il y a 6 000 enfants, 6 000 participants qui ont fait 80 000 kilomètres à pied. C'est assez incroyable, on n'aurait jamais cru qu'on aurait tellement de succès. Mais c'est vrai, c'est en utilisant notre projet qu'avec l'inclusion de toutes les institutions qu'on a eu ce grand succès. Hein, donc on est un centre de départ d'innovation. On a plein d'institutions qui travaillent avec participation. On a un centre d'éducation, de formation continue qui est notre partenaire. Voilà, des écoles. Voilà. On essaie tous les moyens. Bien sûr, c'est pas toujours au premier abord. Pour les enfants, ils n'ont rien à faire, mais ils seront multiplicateurs. Et on s'est rendu compte que les enfants de bas âge sont bien plus encore des multiplicateurs que les ados, parce qu'ils communiquent plus avec les parents. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend. Et donc, ça a un sens d'avoir des enfants comme dans le centre d'intérêt. La mobilité, on a eu même un prix autrichien de mobilité. Je vais juste, l'auto parle des systèmes électriques. Bon, j'adore la Siemens, c'est vrai, je leur fais toujours la promo, parce qu'ils ont inventé plein de choses nouvelles, bien plus au-delà de ce qui était prévu d'abord. Donc tout ce système de charge, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est tellement compliqué. Centre de tri, c'est incroyable, c'était pas prévu, ils l'ont fait. C'est une contribution au bilan écologique, plus les chargeurs pour vélo, machin truc. C'était pas évident, mais c'est une partie du dialogue social entre l'employeur, la boîte, le capitaliste et les travailleurs. En principe, c'est quelque chose de sympa, je crois, du moins dans notre tête. C'est sympathique, il y a un partenariat. Donc ça, on élargit un peu les idées. Voilà, il y a replication, site web, film imprimé, communication, il y a tout ça. Ah voilà, est-ce que j'ai terminé déjà? Oh là là, il y a certainement toute une histoire encore à raconter. On la laisse. Merci. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. C'était trop long. Merci beaucoup. C'était trop long? Non, c'était pas méchant. C'était dense. Oui, c'est dense, c'est vrai, c'est très peu par rapport à ce qu'on fait. Hein. Je suis désolée, Cécile, de te passer la parole parce que je ne voyais pas comment j'ai laissé Boyan faire son exposé jusqu'au bout, en fait, pour pouvoir passer la parole ensuite. Quel écho peut-être sur peut-être des thématiques principales, logement social ou même culturel en introduction, tu peux faire éventuellement avec la ville de Rennes, sans parler forcément de mobilité, etc., ou de smart cities, parce qu'on n'est pas forcément sur ces enjeux-là et sur la même construction de ville. Mais est-ce que tu as des remarques ou des interrogations, peut-être plus dans le cadre d'une discussion que faire un état comparatif, évidemment, avec la ville? Moi, j'aurais envie de poser d'avoir une première remarque, du coup, au plus global, puisque c'est comme ça qu'on a commencé, sur ces lieux du logement social qui ont été construits dans l'entre-deux-guerres, qui ont été construits dans les années 50, dans les années 60, et malgré tout, même si on a des objectifs sans doute de mixité urbaine beaucoup plus importante, ces lieux qui sont souvent des mini-quartiers, ce que je trouve intéressant, ce qui apparaît dans vos photos, c'est que finalement c'est des lieux où la ville se met en scène dans son rapport au territoire et au paysage. Et finalement je m'étais jamais vraiment dit ça, même si on le sait, même si on a tous en tête ces opérations de logements sociaux, ces grands ensembles qui ont été construits à l'extérieur des villes, souvent en hauteur, dans des sites
terrible parce qu'on n'est pas bien relié à la ville, parce qu'on n'a pas le reste. Effectivement, on loge, mais on n'a pas le reste. Mais néanmoins, ça renvoie la ville, en choisissant ces lieux, a dit des choses sur le territoire dans lequel elle est. Et maintenant, ça ouvre aussi tout un potentiel pour ces morceaux de ville, pour justement devenir à part entière des morceaux de ville. Enfin, voilà. Donc forcément, ça fait écho parce que à Rennes, on a la particularité d'avoir des lieux de grands ensembles qui ont été construits dans la ville, contrairement à ce que je viens de dire, et où aujourd'hui on voit que finalement ça peut être des lieux formidables de vue sur la ville, parce que Rennes, alors on se gargarise beaucoup avec nos reliefs et nos coteaux, etc., mais c'est quand même assez plat. Et donc si on veut avoir des belles vues sur la ville, il faut aller et monter, et ces quartiers sont des lieux d'observation fantastiques, d'autant plus qu'en général ils s'accompagnent de toute une verdure et tout un végétal très intéressant. Donc voilà, ça c'est une première remarque. Et puis après j'ai une question qui est de comment, quand vous arrivez dans une ville, du coup c'est plus une question pour vous, comment vous vous y prenez, et est-ce que vous avez une lecture préalable pour déterminer finalement ces cheminements où vous allez aller. Enfin, voilà, comment se fait votre appréhension, parce que voilà, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, forcément une ville, moi rien qu'un plan, ça me dit plein de choses, j'ai une forme de représentation, et je me dis, voilà, quand on est photographe et qu'en plus on s'intéresse aux limites, comment on s'y prend? On essaie de se documenter, mais pas trop finalement, parce que les outils maintenant permettent, Google Maps permet rapidement, de Google Earth, d'aller directement sur un plan, de voir le bâtiment en 3D, de voir son exposition, donc ça peut être très virtuel, mais finalement très réaliste, c'est-à-dire avant d'arriver dans ces villes, d'avoir une image assez précise, même d'une représentation, de se dire je vais me mettre à tel endroit. Donc moi j'évite ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à l'inverse, je reste en 2D, je me documente sur la ville, son histoire, ses bâtiments évidemment, parce que l'architecture m'intéresse. Mais plutôt je regarde, je sillonne, et puis je regarde comment la ville est construite, et puis en fonction de sa construction et puis sa densité aussi, ça c'est super important. C'est-à-dire que dans l'idée de représenter comme ça les limites de la ville, c'est aussi de pouvoir mettre en opposition par moment des lieux assez denses, et puis évidemment des lieux qui vont être très très différents, avec des aspects plus ruraux, ou des limites qui sont géographiques, la vue vers l'océan, ce genre de choses. Donc c'est comme ça un peu que je fonctionne. Après, quand je vais dans une ville, donc j'ai fait ça dans pas mal de villes, hein, donc j'ai un bon exemple avec Alger, par exemple. Alger, qui est une ville compliquée. Je demande souvent à un étudiant de dernière année d'architecture de m'accueillir, c'est-à-dire qu'on est en contact direct, et puis je l'ai fait dans plusieurs villes. Je demande quand même un étudiant, en lui donnant les axes de mon approche, et puis après d'avoir quelqu'un sur place aussi qui va pouvoir m'aider, quoi. Donc sur Vienne, ça devait être Klaus Pichler, donc le photographe qui expose actuellement au Carrière. Il tombait malade quand je suis arrivé. Voilà. Et donc je suis allé tout de suite à l'ambassade pour leur demander s'il y avait un contact, des gens qui pouvaient m'aider sur place, plutôt francophone, puisque je ne parle pas allemand ou autrichien. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Boyan. Voilà, on m'a donné ses coordonnées, puis on est resté longtemps au téléphone, j'ai pris plein de notes. Voilà. Et puis même si on s'est eu à mi-parcours, je dirais, ça m'a permis un peu aussi de compléter la série photographique. Voilà. Mais c'est important sur place aussi d'avoir une personne qui puisse... voilà. Il ne faut absolument pas que cette personne soit tout le temps avec soi, parce que c'est intéressant aussi d'être seul. C'est un travail assez aussi solitaire, hein, de déambuler, contempler et autres. Donc de l'avoir au début pour donner quelques clés, et puis après on se débrouille seul. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Mais... si, non, je trouve ça... ça veut dire qu'il y a quand même un travail de décryptage qui se fait via des gens qui sont là. C'est pas juste des intuitions et des parcours et des... Après, maintenant, les réseaux sont beaucoup plus développés, donc c'est vrai que c'est facile maintenant de rapidement, à l'autre bout du monde, d'avoir une personne qui va avoir les mêmes idées, ou qui est sensible aux images que je réalise, parce que d'autres le sont absolument pas.
Donc ça peut être facile maintenant via les réseaux d'avoir une personne qui va se mettre un peu à disposition entre guillemets pour suivre. Voilà. Parce que, alors, il y a une chose, vous êtes arrivé à Rennes là hier ou avant-hier. Enfin bon, donc à Rennes, je reviens sur le titre de la rencontre, qui s'appelle Représentation et aménagement. Et à Rennes, on est très fiers d'une espèce de représentation mentale qui est plus ou moins vraie, qui est de se dire qu'on n'a pas de frange, que nos limites sont très claires. Il y a la ville et puis il y a la campagne. Alors, voilà. Et en fait, je pense que selon le regard qu'on a, le regard que je peux avoir moi de planification, de projet urbain, qui est un projet qui est donc un regard volontariste, on peut se prendre au jeu de cette représentation qui est réelle quand même pour partie, mais qui n'est pas complètement réelle et qui, je pense, à l'usage d'un regard sur les limites, montre que la ville, elle a aussi, elle a sa propre vie qui petit à petit, à un moment donné, crée des marges, et sans doute des marges où un certain nombre de choses pourraient émerger. Et ça, c'est des enjeux à venir devant. Donc j'ai entendu qu'il y avait une envie de se dire, et au bout du compte, quelles sont-elles ces limites de la ville? Et je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Voilà, mais c'est plus une remarque qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'à Rennes, cette question de la limite, on est très fiers de nous, de notre ceinture verte. Voilà. Mais dans les faits, et surtout dans les faits, au bout du compte, on raisonne Rennes-Ville. Mais si on raisonne Rennes Métropole, c'est-à-dire qu'en fait on raisonne avec un certain nombre de communes qui se développent dans un registre d'organismes vivants où tout le monde est un peu solidaire, la ville-centre et toutes les communes, et du coup la construction de logements, et en particulier aussi de logements sociaux dans ces communes, renvoie à des nouvelles questions de limites qui sont des questions un peu nouvelles et sur lesquelles on n'est pas dans de la frange, mais on est dans un rapport un peu étrange. Mais ceci dit, je pense que vous avez tous des choses à dire là-dessus. Donc, je vais arrêter là. Mais je trouve que ça réinterroge ce qui n'est pas du tout le rapport de la ville traditionnelle à ces franges. Voilà. Mais il faut aller se promener pour aller voir ça. J'ai juste, moi, une question, Cécile, et après je passerai le micro aux personnes présentes. Par rapport au processus que nous a exposé Boyan sur le projet Smarter Together, est-ce que tu as des remarques particulières? J'entendais notamment tout à l'heure la réflexion sur la gouvernance, le côté sociologique, le côté participatif, etc. Quel point de vue tu as, toi, sur ce processus-là? Dit innovant, puisque c'est un processus qui veut aller dans ce sens. Alors, un point de vue avoir une vision participative, je pense que c'est un grand mouvement des villes d'aujourd'hui, et de se dire qu'à un moment donné, quelle est la place de l'habitant, de l'acteur, mais pas seulement de l'habitant, mais aussi de l'actif, etc. Donc ça, et puis voilà, en tant que tel, je représente la ville de Rennes. Je ne peux que vous dire que c'est une chose importante. Et j'y crois puisque j'ai piloté un certain nombre de démarches sur ce sujet. Donc, je pense que c'est important et intéressant. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans la question de la Smart City, telle que vous la présentez, et dans tout ce qu'apporte ce rapport justement à tous ceux qui font la ville, c'est justement le rapport aux acteurs économiques et le fait qu'à un moment donné, ça réinterroge complètement la manière de faire la ville dans sa temporalité, dans son mode de planification, et ça ouvre des possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des balles au bond qui sont reprises et puis qui vont amener quelque chose, irriguer un secteur, un endroit, proposer
un développement. Et ça, on voit bien qu'on est au début et que ce genre de démarche favorise ça, mais on voit aussi que ça peut aller très vite. Donc nous, bien entendu, on a aussi nos discours Smart City, etc. Néanmoins, on est moins volontariste. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de volonté, comment c'était porté, parce que voilà, les villes qui s'engagent là-dessus, du point de vue de la labellisation, etc., ont un certain nombre d'objectifs. À Rennes, on est sans doute sur ce sujet-là peut-être plus modeste, mais néanmoins, on décline sur les mêmes choses. Et vraiment, cette question, oui, du croisement avec les acteurs économiques est très importante. Et c'est pas pour rien que, on ne peut pas penser maintenant aménagement urbain et cette question-là, et du coup des nouveaux modes de travail et de rencontres etc. Enfin, bon, voilà. Est-ce qu'il y a je crois que tu avais une question. Tu avais une question. Est-ce que tu... Non, en fait, j'ai pas très bien compris comment, du coup, est-ce que du coup les habitants du quartier concerné, comment ils s'expriment, par quels moyens sur les aménagements, comment ils contribuent à la définition des aménagements du projet? Pour vous poser la question la plus compliquée, là déjà, c'était déjà l'économie et le logement, c'est de voir ça, une union entre, de voir un développement, des synergies dans ça. C'est déjà un grand challenge aussi pour Vienne, bien sûr. Dans la Seestadt, on essaie de voir des emplois, créer 20 000 emplois pour 20 000 habitants, et déjà, c'est pas évident du tout. On se dit, bon, il y a les nouvelles économies, nouvelles machins, nouvelles moyens. Nous, on a, pour les habitants, c'est la partie. Il y a toute une panoplie d'approches. Hein. Il n'y a pas une panacée, une solution unique dans le tout. On a. Pour ce qui était de mobilité, on a fait un questionnaire d'abord sur Internet. On s'est rendu compte. Les gens ne parlent ni l'anglais, n'utilisent pas l'Internet. Il faut aller dans les centres commerciaux pour faire les questionnaires et travailler avec les gens directement, lui demander, déjà pour faire un état des lieux, hein, pour développer comme ville urbaine. Donc, pour avoir un état des lieux, il faut demander les gens. Et là, on s'est rendu compte, une valeur ajoutée, on parle aussi avec des populations qui, d'habitude, ne sont pas du tout inclus dans tous ces processus, parce que ce sont des populations migrantes qui ne parlent pas l'allemand, ou bien mal, ou ne lisent pas, ou bien ou bien qui ne sont pas dans ce contexte. Et voilà, on a cette approche déjà de les inclure. Donc il y a de l'information à la co-création, il y a toute une panoplie. Donc on ne peut pas avoir à chaque fois toute la co-création, tout cet idéal. On va faire tout avec les citoyens, ils vont faire tout seuls. Aujourd'hui, par exemple, j'étais dans votre centre. Je me suis dit quand même, il faut faire quelque chose de professionnel quand je suis là. Et vous avez devant le théâtre, derrière, à côté, juste entre l'opéra et l'hôtel de ville, cette centre les budgets participatifs, j'y suis allé pour voir comment ça vous faites ça. Effectivement, non mais j'adore. À ma place, c'est parfait. Le budget participatif. Oui, voilà, c'est intéressant comment on va faire. Et voilà, je me dis, tiens, c'était intéressant. Dans notre projet-là, on a essayé, par exemple, on a un réaménagement d'une école, c'est assez fabuleux ce qui s'est passé. On n'aurait jamais cru ces 30 millions d'euros. C'est génial. Et d'abord, au début, on s'était dit, on va faire participer les élèves déjà au design, je sais pas, quelques aspects de l'aménagement de cette école. C'est vrai qu'on a fait, il y a eu une analyse, une étude sur les espaces, sur les façades vertes qu'on a fait dans le cadre d'une coopération avec les universités. Donc c'était des étudiants, c'était pas les habitants du bled, mais c'était quand même des étudiants, disons donc société civile si on veut, qui ont fait cette analyse, qui était intégrée dans le travail des architectes sur le réaménagement de l'école. C'est un aspect, c'est pas la solution complète. Après on s'est rendu compte que il y avait dans le projet du temps, dans le laps du temps qu'il fallait faire et les plans et développer toute la technologie pour commencer la construction officiellement jeudi prochain, pour terminer avant 2019, à la fin il n'y avait pas le temps vraiment de faire tout le grand processus de co-création avec les élèves. Donc on a par exemple le Science Pool, voilà,
C'est une institution, une NGO qui fait la promotion des connaissances scientifiques, qui, heureusement, est même ancrée dans le quartier où on travaille, qui fait des ateliers, pardon, je cherchais le mot, vous voyez, je cherche quand même des mots de temps en temps, donc heureusement, qui fait des ateliers sur ce sujet. Donc ce ne sera pas directement ça. Donc la co-création, c'est vraiment un challenge. On n'a pas de... il y a ce machin truc là, ce mobile, C-mobile qu'on appelle, qui est un objet mobile, donc qu'on déplace dans le quartier, et chaque fois qu'il y a une intervention du projet par rapport au quartier ou bien le croisement de rue, machin truc, on peut y aller, on y est pendant un certain temps et on peut intégrer. Donc les acteurs qui le font sont les... Tiens, ils ne sont pas là, tiens. Donc cette institution de participation avec les citoyens qui étaient dans les quartiers autrefois, qui gère ce C-mobile. Et donc on était devant l'école, c'est vrai, pendant un mois, et on a travaillé avec les élèves pour demander certaines interventions qui vont se faire en effet, et dans l'école et dans les ateliers. C'est un aspect. Donc là, on a les élèves et l'école, c'est une école où il y a un taux de migrants, par exemple, assez fort. Pour nous, c'est une question de discussion, bien sûr. Et donc, on les a inclus. Donc, la ville de Vienne, quand même, a essayé, institution de gouvernance majoritaire, voilà, qui essaie d'inclure. Donc, c'est une approche, un essai. Dans l'entreprise, c'est plutôt information, de nouvelle qualité, de dialogue social entre entrepreneurs et la grande boîte internationale quand même, et les employés. Donc, il y aura tous les différents aspects comme ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours la co-création complète. On ne peut pas. Voilà, c'est un challenge. On essaie de faire plus, et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours. Et j'adore Rennes. Hein. J'ai quand même dit que j'adorais Rennes complètement. Mais je n'ose pas dire, je ne sais pas comment on le fait autre part, parce qu'il y a tellement de traditions différentes, aussi des approches. Hein. Chez nous, les habitants, tous ceux qui habitent dans les Gemeinden, donc les logements municipaux, mais c'est quand même pas mal. Hein. Si on est en dehors, on se dit c'est génial. Mais leur dire on va faire un changement, c'est pas évident. Hein. On va donc réaménager. Il y aura un des bâtiments qui va avoir une installation PV, photovoltaïque pour l'électricité et quelques aménagements additionnels. Et dans une discussion table ronde qu'on avait comme ça, qu'on organise, on a proposé de réaménager le parc qui était à côté, parce que c'est quand même une partie du bâtiment. On ne voulait pas, hein, parce que le danger d'un nouveau banc dans le parc serait que les enfants ou bien des gens des voisinages viendraient utiliser ça. Ah ben non, hein, les voisins, non. Donc on ne va pas faire ça, tout simplement. Il faut accepter, donc on va faire une solution technique qui coûte quelque chose, mais où il y a l'argent pour, donc pourquoi pas. Il faut accepter aussi que tout ce qu'on pourrait imaginer, ça ne peut pas se faire. Et que dans le processus, peut-être, on va amener les gens. Donc, c'est aussi ce dialogue, un processus aussi. Hein. Il faut accepter qu'il y a un processus, qu'il n'y a pas toutes les solutions tout de suite, peut-être. Non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon particulières ? Sinon, on prend un petit verre et puis on discute autour d'un verre, si ça vous dit. Oui, merci. Merci beaucoup à tous les trois. Mais la conversation continue, avec plaisir.